Écoute, c'est de la vraie écriture humaine pour la simple et bonne raison que ChatGPT, en tout cas dans sa version 3.5 que j'utilise, ne connaissait pas Fabric quand il est sorti. Enfin, il y a quand même une promesse et une puissance derrière cette plateforme où c'est tellement plus simple que d'avoir son ADF anciennement avec le studio Azure Data Factory, puis la base à provisionner, à gérer, puis Power BI à raconter. Alors, avec Power BI, encore plus avec le Premium, il fallait sans doute un bac plus 5 pour maîtriser le licensing. Ah, on est au niveau PhD, là, je pense. De générer un rapport Power BI, par exemple, là il me convainc pas du tout. C'était assez étrange de voir ce qu'il nous proposait comme rapport à partir de notre modèle sémantique. Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. On essaye toutes les semaines de vous sortir un épisode qui peut être tour à tour un épisode de news où on décortique l'actualité de ce merveilleux monde de la data, de l'IA, des LLM, mais aussi des épisodes d'interview où on reçoit quelqu'un qui va nous parler d'un sujet bien particulier. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie Aubert qui va nous parler de Fabric. Et j'ai pour mener cet épisode comme partenaire mon ami Paul. Salut Paul, comment vas-tu ? Salut Vincent, ça va très bien. Ravi de te retrouver après une petite pause apprentissage. Alors non pas de modèle de machine learning, mais apprentissage de la paternité pour la seconde fois. Et je reviens au micro avec plaisir. C'est un apprentissage renouvelé à chaque fois, paraît-il. Moi, j'ai eu la chance de faire cet exercice qu'une seule fois. Et tous ceux qui l'ont fait plusieurs fois m'ont dit, tu redécouvres des trucs nouveaux à chaque fois, à chaque jour quand tu recommences l'exercice. Donc écoute, j'espère que tout s'est bien passé pour toi et que tu en as bien profité. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bienvenue. Bonjour à vous deux, merci, ça va très bien. Paul, je te laisse prendre la main. Ben oui, parce qu'on reçoit quand même aujourd'hui, alors je ne sais pas comment te présenter Marie, une autrice, une formatrice, une consultante, tu es multi-étiquette. Si tu veux, tu peux nous, comme le sujet qui va nous animer là pendant une heure, c'est Microsoft Fabric, cette plateforme là que je vais redéfinir juste après. Mais je voulais savoir toi déjà comment tu te présentes finalement. Maintenant que tu as quand même pas mal d'années d'expérience derrière toi aussi sur les technos Microsoft. Et puis, tu vas nous raconter après peut-être un peu ton expérience d'autrice. Qu'est-ce que ça fait de sortir un livre comme ça pour la première fois, je crois, pour toi, hein. Ouais, pour la première fois. Écoute, je me présente généralement avec deux grandes casquettes. Une casquette professionnelle où je suis effectivement consultante data sur les technologies Microsoft, aussi formatrice et plein d'autres étiquettes dans une boîte qui s'appelle Next Decision. Moi, je travaille dans les équipes lyonnaises. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai aussi de plus en plus, avec ces dernières années, une casquette plus communautaire où je m'investis pas mal dans les communautés data Microsoft. Donc notamment au travers du club Power BI que je co-anime en région lyonnaise depuis 4 ans maintenant, plus de 4 ans. Et puis au travers de projets divers et variés. Et ces derniers temps, on a notamment lancé un podcast, l'addition avec Charles-Henri Sauger. Et on a également avec Charles-Henri et Mathieu Roy écrit un livre sur Microsoft Fabric. Donc effectivement, c'était une expérience assez nouvelle pour moi et très, très enrichissante.
Alors 600 pages à peu près, on aime bien les chiffres au Big Data Hebdo, 600 pages, je pense que vous avez mis quelques heures pour l'écrire. Est-ce qu'il y a eu une assistance ChatGPT ou c'est vraiment de la vraie écriture humaine de la première à la dernière page? Eh ben, écoute, c'est de la vraie écriture humaine pour la simple et bonne raison que ChatGPT, en tout cas dans sa version 3.5 que j'utilise, ne connaissait pas Fabric quand il est sorti, puisque du coup, il n'y avait pas de recul encore pour qu'il puisse nous en parler. C'est le truc, effectivement, c'est la grande question. Et Christophe Blefary, qu'on a reçu à ce micro lors d'un précédent épisode, disait tous les vendredis matins, j'écris ma newsletter et je garantis à tout le monde qu'il y a 0 intervention de ChatGPT dans l'écriture de cette newsletter. Et effectivement, ça va finir par être, que je le disais l'autre jour, quasiment le fait à la maison qu'on peut voir, ou fait maison qu'on peut voir sur les cartes de restaurants. Je n'ai pas utilisé ChatGPT pour vous écrire mon contenu. C'est ça, il Alors, nous faudra un petit logo. En tout cas, bravo, parce qu'écrire un bouquin, dis donc, moi, c'est un truc qui m'a trotté dans l'esprit à plusieurs reprises. Et j'avoue que avant même de commencer, le courage m'a manqué. Et que c'est sûr que c'est un gros projet, mais je pense qu'on était 3 sur le coup et que ça a aidé parce qu'au moins quand il y en a un qui avait une période de découragement, il y avait les 2 autres pour relancer. Donc en tout cas, moi, ça m'a bien aidé de ne pas être toute seule sur cette histoire-là. Je me serais peut-être découragée sinon aussi. Et donc, premier livre en français sur Fabric, je pense qu'à ma connaissance, il n'y avait pas d'autres ouvrages aujourd'hui. Alors, vous l'avez édité enfin, vous le vendez sur Amazon. Vous avez été contacté, juste par curiosité, comme ça, vous avez été contacté par des maisons d'édition. Enfin, je sais que Charles-Henri, tu parlais tout à l'heure, a publié dans des séries d'ouvrages assez classiques. C'est quelque chose que vous avez essayé aussi ou vous avez choisi finalement plutôt une sorte d'indépendance, entre guillemets, pour publier? Non, justement, pour remettre un tout petit peu d'histoire ou d'historique là-dessus, l'idée donc de base, c'est Charles-Henri qui nous écrit un jour à Mathieu et moi en nous disant venez, on teste un nouveau truc, et si on écrivait un livre sur les plateformes de données sur Microsoft. Donc effectivement, Charles-Henri avait déjà écrit 2 livres, donc avec un éditeur beaucoup plus classique. Et l'idée, c'était de se dire que si on écrivait, donc à l'époque, c'était sur les plateformes de données Microsoft, on n'avait pas encore Fabric en visu autant, mais c'était de se dire qu'on voulait un livre qu'on pouvait potentiellement maintenir à jour, puisque quand tu écris un livre informatique, il est très vite dépassé. Et de son expérience, Charles-Henri savait qu'avec un éditeur plus classique, on aurait du mal à publier des mises à jour à la fréquence qu'on désirait. Donc c'est pour ça qu'on est parti en auto-édition dès le début. C'était un vrai choix et du coup, le support le plus simple pour tout ça, c'est Amazon. Ça veut dire qu'il est disponible qu'en numérique ou vous avez quand même trouvé un circuit pour en faire des versions imprimées? Alors sur Amazon, tu peux tu peux proposer 2 versions. Il y a la version numérique à laquelle on pense facilement, et puis il y a aussi une version papier. Et dans ce cas-là, c'est eux qui gèrent en fait tout ce qui va être impression et envoi, toute la logistique finalement. Et nous, ce qu'on leur fournit, c'est juste, mais alors je mets vraiment des guillemets autour du juste, un PDF, parce que c'est beaucoup avec Mathieu qu'on a travaillé là-dessus. On s'est fait quelques cheveux blancs à générer ce PDF dans les bons standards d'un livre, quoi. Ah ouais, ça doit quand même être, oui, effectivement, l'épreuve. Construire la chose, recevoir, j'imagine que vous avez reçu une épreuve, la corriger, ensuite, ça doit être un cycle quand même assez complexe. C'est ça. En tout cas, bravo. Et puis l'idée est effectivement intéressante de se dire comment est-ce qu'on édite quelque chose qui pourra être une œuvre avec des versions successives, et d'avoir un système global pour faire ça, c'est quand même super. Ouais, excellent. Parce qu'effectivement, le produit évolue. Il y a des fonctionnalités en préversion. Il y en aura d'autres arriver là, bientôt. Mais je vous propose peut-être qu'on fasse finalement peut-être un petit mot pour éclairer 2 choses, enfin 2 noms qui sont ressortis depuis le début de l'épisode. Fabric, déjà Microsoft Fabric, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un petit pitch d'ascenseur, comme on dit, pour vous résumer surtout l'épisode de 164, si vous voulez aller dans les archives du Big Data Hebdo. On avait reçu Charles-Henri Sauger, qu'on a évoqué aussi, la deuxième. Donc vous avez dû entendre depuis le début de ce podcast. Et donc il y a à peu près un an, sortait Microsoft Fabric de manière officielle. Alors, nous, avec Marie, on a la chance d'être MVP Microsoft. On y avait le droit depuis quelques mois avant. Et en fait, donc qu'est-ce que c'est Microsoft Fabric? C'est une plateforme SaaS. Donc vraiment, on y accède par le navigateur.
de plateforme de données de bout en bout, c'est-à-dire qu'il va aller de l'ingestion jusqu'à la partie visualisation de données, et dans laquelle on va retrouver finalement toutes les étapes classiques, hein, d'une data plateforme moderne, on va dire. Hein, est-ce que la modernité est morte? Ça, c'est un autre débat, mais avec du stockage, avec de la capacité de calcul. Et principalement basé sur Spark d'ailleurs, on pourra revenir dans ce détail-là, mais les principaux concepts que vous devez avoir en tête et qu'on va redévelopper peut-être au cours de cet épisode, on a une approche centrale de stockage de la donnée qui se fait au travers de OneLake. Alors, OneLake, vous sentez le parallèle avec OneDrive. Donc le OneLake, c'est un peu le data lake finalement, mais en vision à l'intérieur de cette plateforme de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on commence à manipuler, à faire rentrer de la donnée dedans, celle-ci devient assez automatiquement stockée sous format delta, avec une optimisation. Alors vous connaissez peut-être le Z-order si vous faites du delta, mais là c'est du V-order. V étant sans doute une lettre pour Vertipack, qui est le moteur de Cube Microsoft depuis 2014, si je me souviens bien. Et donc en fait, on stocke la donnée sous ce format delta avec une optimisation pour pouvoir la traiter sous forme de cube. Ce qui veut dire qu'assez simplement, on va pouvoir attaquer ces données en SQL. Ça, c'est plutôt connu depuis un petit moment, depuis la vague Big Data. Mais on va aussi pouvoir l'attaquer en DAX, donc avec le langage de cube de Power BI, et aller finalement avoir ce qu'on appelle le Direct Lake, avoir la capacité d'aller utiliser ces fichiers directement comme un modèle de cube dans Power BI. Donc ça, c'est vraiment les concepts importants. Et puis, on reviendra peut-être un petit peu au cours de la discussion aussi sur les différents outils de transformation de données. Ce qui a véritablement changé, je sais que Marie, ça te tient à cœur, c'est aussi la partie ETL, donc vraiment transformation de données. Si on pouvait caricaturer un petit peu, avant, on n'avait que le E et le T, il manquait le L. Et donc, on a la capacité maintenant à aller charger de la qui est Power Query, pour ceux qui ont connu les extensions Power BI et Excel il y a quelques années. Donc voilà mon petit speed senseur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marie, à cette vision qui était un peu peut-être celle du produit à sa sortie? Non, je pense que tu as été assez exhaustif. L'histoire de Fabric, c'est vraiment aussi de se dire qu'on simplifie et qu'on unifie au sein d'un portail des outils qui existaient auparavant sur des portails et des studios différents. Et donc de réunir tous les développeurs et tous les acteurs d'une plateforme de données au sein d'un même espace. Alors, ce que je te propose, Marie, c'est qu'on regarde un peu, finalement, on a essayé, en réfléchissant à cet épisode, de trouver un angle pour parler de Fabric, parce qu'il y a d'autres qui le font déjà, et peut-être on peut se poser la question de ce qui change finalement dans un monde assez connu, peut-être aujourd'hui dans des entreprises de toute taille d'ailleurs, hein, c'est le monde Power BI finalement, parce que c'est quand même l'outil de visualisation qui s'est quand même imposé depuis 2015. Et est-ce que tu peux nous dire, nous raconter peut-être finalement comment ça pourrait se passer si on avait un scénario qui est le suivant, une entreprise peut-être de taille moyenne où on a des utilisateurs Power BI, ils ont des fichiers CSV qu'ils extraient peut-être de l'outil, de RP, etc. Mais en tout cas, on est sur ces premiers fichiers-là. Et aujourd'hui, ils font des tableaux de bord, ils visualisent tout ça dans Power BI, mais finalement, qu'est-ce qui change maintenant qu'arrive Fabric? Et je pense que donc il y aura plusieurs scénarios possibles. Il va y avoir les entreprises qui utilisaient Power BI peut-être juste entre guillemets pour un outil de restitution en bout de chaîne, et sur lesquels, si elles n'ont pas envie de voir de changement, c'est peut-être important de se le dire aussi, il y a quand même un monde où Power BI peut continuer sans Fabric. Et puis, il va y avoir toutes les entreprises qui vont pouvoir effectivement bénéficier de ce que Fabric apporte en plus à Power BI pour bénéficier d'un outil plus complet. Donc, si on se focalise sur ce deuxième, Power BI devient finalement une expérience de Fabric parmi d'autres, et donc parmi des expériences qui vont permettre de gérer l'ingestion et le stockage de la donnée. Donc pour moi, ce qui change dans ce scénario où on importe du fichier CSV pour aller via un modèle sémantique jusqu'à la restitution, ça va être la capacité à stocker sa donnée déjà peut-être ailleurs que simplement dans le modèle sémantique de Power BI, donc avoir vraiment une couche de stockage et de cette donnée plus puissante, si je peux dire.
et d'avoir une prise en main de la donnée sur toute sa vie, donc depuis le fichier CSV jusqu'à la restitution, en profitant d'un vrai outil d'ETL, du stockage, etc. Donc peut-être, tu vois, une expérience, je me dis, déjà un peu plus complète et moins dépendante des objets Power BI en tant que tels, quoi. Et Beck, alors sans doute aussi un sujet qui est cher à Vincent en ce moment, la capacité d'avoir un suivi enfin, le linéage, en fait, hein, vraiment savoir bien comprendre d'où on vient, jusqu'où on va. Quand tu dis modèle sémantique, d'ailleurs, hein, ça s'appelait dataset, hein, il y a encore quelques temps Ouais. dans le glossaire Microsoft, et c'est finalement le cube, hein, l'essence Mm. même après de ce qu'on visualise dans la donnée. Donc peut-être plus de traçabilité, effectivement, une meilleure supervision des coûts aussi, et à terme, parce que je pense que c'est encore en préversion, mais à terme peut-être aussi du catalogue de données qui va se brancher assez facilement là-dessus, avec Purview. Donc finalement, même à petite échelle, on se remet dans les rails d'une qualité de données un peu plus Ouais, d'avoir une gouvernance et stable, d'avoir quoi. une capacité à comprendre ce qu'on a. Si je reviens sur ce que tu viens d'expliquer juste avant, Marie, moi j'ai utilisé Power BI de manière, voilà, le peu d'expérience que j'ai sur Power BI, ça a été chez un client qui avait du Snowflake. Sa data était dans son Snowflake. On préparait de la donnée pour sa consommation dans Power BI, dans une database spécifique avec des tables spécifiques pour pouvoir faire ce reporting dans Power BI. Ensuite, éventuellement, il y avait une copie de la data pour éviter d'être en direct query sur le Mhm. Snowflake et d'avoir des coûts démesurés qui se faisaient pour pour des tables agrégées. Et puis, on faisait du direct query sur des trucs détaillés qui étaient plus des épiphénomènes. Et ça, on matérialisait ça sous forme, alors pardon, je me trompe peut-être de terme, de dataset à l'intérieur de Power BI. Donc ça, pour le coup, maintenant, Fabric va se positionner à une extrémité, ces datasets qui étaient à l'intérieur de Power BI, c'est Fabric qui va prendre le relais, qui va s'en occuper, jusqu'à ce qu'on faisait en amont, finalement, dans une base de données, dans un lakehouse externe à l'environnement Microsoft. Finalement, c'est là où Fabric peut venir reprendre le scope, c'est ça? Et pour des clients qui n'auraient pas envie d'être uniquement Microsoft, effectivement, on va pouvoir se dire que toute cette partie Snowflake dont tu parles, on pourrait l'héberger dans un lakehouse ou un data warehouse dans Fabric, au sein de Mhm. Fabric. Et du coup, le stockage se fait dans la plateforme. Et puis, effectivement, après, les datasets / modèles sémantiques prennent la suite jusqu'à la restitution. Ok, super, impeccable. Mais je pense que c'est aussi important de préciser que ce monde-là, avec un Snowflake ou autre éditeur, et Power BI, existe toujours et peut toujours exister demain. Ça dépend vraiment de la philosophie de l'entreprise et de à quel point elle est liée ou pas avec Microsoft, quelque part. Hmm. Mais ça veut dire que les modèles sémantiques, Power BI est encore capable de les gérer de manière autonome. On n'est pas obligé de les mettre dans Fabric. C'est une des options, mais on n'est pas obligé de les mettre dans Fabric. Ok, C'est ça. excellent. Alors, quand même, soulève une petite fonctionnalité, enfin, même une grande fonctionnalité, à mon avis, quand même, parce qu'elle va changer aussi ces scénarios-là, qui s'appelle le mirroring, alors qui est encore en préversion. Je pense que vous allez en entendre pas mal parler dans les prochaines semaines, hein, de la part de Microsoft. Si je formule bien, le mirroring, ça serait une espèce alors pas de change data capture, mais disons, de copie plus ou moins proche du temps réel d'une source externe comme effectivement un Snowflake à l'intérieur du OneLake. Et une fois qu'on est dans le OneLake, et ben voilà, on s'appuie sur cette copie finalement euh, pour, euh, pour la restitution dans Power BI. Donc voilà, pas tout à fait le scénario où on se branche directement avec un connecteur de Power BI sur la source Snowflake avec cette réplique. Euh, Quel intérêt on peut voir à cette réplication? Je pense que ça dépend après des usages qu'on arriverait à faire un peu plus largement dans Fabric, où on va avoir, hein, on l'a pas donné en C'est vraiment une introduction. réplication, Paul, ou c'est un proxy? Moi, je l'avais compris aussi comme une réplication, mais peut-être à vérifier, sauf, je sais pas, Paul. Ouais, pour moi, il y a quand même réplication. Mais parce qu'il faut distinguer, il y a quand même deux notions dans Fabric. Il y a la notion de shortcuts, donc qu'on avait évoqué Ouais. la première fois avec Charles-Henri, qui était la notion plutôt d'avoir alors ce point de montage, entre guillemets, même si là, je pense que le terme n'est pas tout à fait exact techniquement, mais le point de montage vers du bucket S3, par exemple, dans AWS.
Et là, par contre, avec ce mirroring, on est quand même plutôt sur l'idée d'aller revenir dans l'environnement Lakehouse, OneLake Lakehouse, pour après plus facilement travailler dans Fabric. Et on peut le faire avec Snowflake ou avec une Azure SQL DB aussi, pour Oui, avoir cette capacité finalement à décorréler, moi je le vois plus comme ça, décorréler une donnée qui aurait euh, peut-être, enfin, qu'on n'a pas trop envie de solliciter fortement avec la partie reporting, qu'on pose dans l'environnement Fabric. Mais C'est ça, et de recentraliser peut-être tout du coup au niveau de OneLake. Mais c'est vrai que à voir comment le mirroring va se mettre en place, mais je pense que c'est effectivement une belle feature de la plateforme. Ouais. ouais, je comprends. donc on a évoqué là, en fait les scénarios, on a commencé un peu par les scénarios finalement où multi-éditeurs ou avec où on arrive dans l'environnement Microsoft par la couche visualisation, par Power BI. On a aussi des cas de figure où finalement, depuis pas mal d'années, hein, dans Azure, des entreprises ont mis en place les différentes briques de la moderne data platform version Microsoft. Donc, qu'est-ce que ça pouvait donner? Ben, c'était une brique d'intégration qui s'appelle Azure Data Factory, un stockage, enfin une base de données MPP, multi-parallèle processing, qui s'appelait SQL Data Warehouse, qui s'est renommé Synapse entre-temps. Et puis on branchait par-dessus un Power BI qui t'a allé sur la licence premium pour avoir des capacités d'échelle et puis diffuser après à un grand nombre de personnes dans l'entreprise. Alors ce scénario-là, comment tu le vois, Marie? Est-ce que finalement les personnes qui auraient mis, parce que enfin, ce genre d'architecture, elle a dû quand même s'éprouver sur au moins quelques mois ou quelques années, est-ce qu'on jette tout? Est-ce que voilà, on abandonne cette version donc de service managé, enfin de PaaS finalement, et on arrive dans le SaaS maintenant avec Fabric? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que Microsoft la pousse à un changement radical ou est-ce on va faire perdurer encore un petit peu ces architectures, voire migrer finalement doucement vers du Fabric? Et tu vois, j'ai rigolé, enfin, j'ai souri en découvrant ton plan parce que ce scénario ADF plus SQL de Data Warehouse plus Power BI, et puis il y en a un autre dont on parlera peut-être après qui met en place Databricks. C'était à la base ce sur quoi on était parti dans l'écriture du livre. Donc c'était effectivement la moderne data platform de Microsoft avant Fabric. Et quand Fabric est sorti, mais tu vois, naturellement, nous, on a réorienté tout le livre sur Fabric et ce scénario-là était devenu un chapitre qui a finalement disparu du livre, qui était une alternative à Fabric. Donc, je pense que c'est un scénario qui existe encore, qui effectivement va poser des questions de migration. Et pourquoi je te souligne ça, c'est parce que quand on a découvert Fabric, on s'est dit, mais en fait, enfin, il y a quand même une promesse et une puissance derrière cette plateforme où c'est tellement plus simple que d'avoir son ADF anciennement avec le studio Azure Data Factory, puis la base à provisionner, à gérer, puis Power BI à raccrocher. Donc là, tu te retrouves avec une plateforme qui incorpore tout ça. Donc dans Fabric, je vais avoir une expérience d'ingestion de données qui s'appelle d'ailleurs l'expérience Data Factory, et dans lequel je vais retrouver une notion de pipeline qui ressemble quand même beaucoup avec ses activités, ses copies data, etc., à ce que proposait ADF. Donc, il y a des choses encore qui demandent à évoluer, mais pour l'instant, ça ressemble beaucoup. Et puis, je vais retrouver tout mon stockage avec donc Lakehouse, Data Warehouse et Power BI comme expérience en bout de chaîne. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu parler d'assistant de migration ou de choses que propose Microsoft simplement pour switcher un existant qui aurait déjà été là-dessus sur Fabric. Mais en tout cas, quand on est dans la plateforme Fabric, on retrouve assez facilement, pour moi, les réflexes qu'on avait dans ces autres outils et c'est pas très compliqué à remettre en place. J'imagine qu'à terme, il va y avoir des scénarios de migration qui seront proposés. Aujourd'hui, j'en ai pas encore vu passer, quoi. Et on retrouve aussi une dualité hein, qu'on avait dans les différents produits, alors qui peut être un peu perturbante au début. Moi, je pense que c'est le premier ressenti que j'ai eu avec Fabric, c'est qu'on a toujours cette dualité no code, full code. C'est-à-dire qu'en gros, on va trouver, quelle que soit un peu l'étape où on se trouve, qu'aussi bien en ingestion que même pour écrire des requêtes SQL ou après sur la visualisation, on va retrouver la capacité à aller tout faire en clic-bouton ou à écrire du code, et bien souvent du code qui sera après interprété par un moteur Spark. Et donc c'est vrai qu'on a finalement des notions de persona, hein,
le produit se présente avec cet accès donc à des data engineers, à des data scientists aussi, on en parlera peut-être un petit peu, et à des data analysts qui seraient plutôt derrière sur la visualisation. Et à chaque fois, ils vont pouvoir trouver les outils plus ou moins difficiles. Alors, si on dit que le code est difficile, mais enfin voilà, des outils plus ou moins euh, après, enfin, avec différentes approches, hein, que ce soit du no-code ou du full code. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, est-ce que tu penses que c'est plutôt une force, finalement, avec du recul, peut-être un peu plus de pratique, ou avoir les personnes se lancer dedans? Est-ce que tu penses que c'est une force du produit, finalement, ou est-ce que ou ce côté fouillis pourrait perdre un petit peu les utilisateurs? Pour moi, c'est une vraie force et c'est vraiment ce que tu disais, c'est les personas, donc plutôt des personnes qui auraient un bagage plutôt Python, par exemple, pour mettre des noms, ou plutôt SQL, ou plutôt low-code, ou etc. Et pour moi, c'est plutôt une force de se dire que chacun va pouvoir s'y retrouver. Tu vois, déjà sur Power BI, je trouve qu'on avait toujours plein de façons de faire la même chose. Et finalement, quand je travaillais avec des personnes différentes, je me rendais compte qu'on ne faisait pas toujours de la même manière pour arriver au même résultat. Et là, pour commencer à voir certains de mes collègues, par exemple, évoluer sur Fabric, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, quelqu'un qui s'y reconnaît plus en Python va pouvoir prendre un notebook pour faire de l'ingestion de données et il va y arriver assez facilement parce que c'est ses réflexes. Là où quelqu'un d'autre sera plus à l'aise en SQL, il peut le faire, ou alors avec toute l'expérience Power Query qu'on avait déjà avec Power BI. Donc Power Query qui était l'outil de l'ETL, entre guillemets, low-code de Power BI, et que là, on retrouve vraiment dans un objet dédié que sont les data flows. Donc, tu vois, je me dis, chacun peut arriver au résultat escompté, et pour moi, c'est quand même le plus important, avec l'outil qui lui est le plus familier, donc en étant le plus efficace possible, quoi. Oui, parce que l'évolution qu'il y a eu sur cette partie, je fais le petit focus sur la partie ETL également, hein, donc on avait donc Power Query comme module hein, du client lourd Power BI Desktop. Il est arrivé après dans le service Power BI, donc dans la version web, il est arrivé, et c'est ce qu'on a appelé les data flows, donc la capacité finalement de créer euh, cette préparation de données de manière assez visuelle, mais la destination obligatoire de ce data flow, c'était le dataset Power BI, donc finalement on pouvait travailler derrière que en Power BI. Et il n'y avait pas d'autre, enfin notre préparation de données ne pouvait servir qu'à ça. Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots là-dessus, sur ce qui a changé finalement maintenant dans cette histoire de data flow et de préparation de données C'est depuis exactement ce Fabric? que tu disais au début, c'est que donc Power Query, si on le voit comme l'ETL de Power BI, jusqu'à Fabric, c'était plutôt l'ET, donc l'extraction et transformation des données. Et puis on n'avait pas trop ce load des données puisque, comme tu le soulignes très justement, les data flows première génération s'arrêtaient à des tables qui étaient exposées sur le service Power BI et qui n'étaient attaquables que par le dataset de Power BI. Avec Fabric, dans l'expérience d'ingestion des données, on retrouve les data flows, mais des data flows deuxième génération, donc Gen2. Et ces data flows-là sont en tout point, pour un utilisateur Power BI, Power Query ne sera pas du tout perdu parce que l'interface est en tout point identique à Power Query. Donc, on retrouve tous les réflexes qu'on pouvait avoir au delta d'une petite option en bas d'écran qui va permettre d'aller charger les données dans autre chose qu'une table et que donc plus tard un modèle sémantique Power BI. Ce autre chose aujourd'hui, c'est le lakehouse, le data warehouse de la plateforme ou une base Azure SQL. Et ça change tout puisque ça fait de Power Query un vrai ETL et donc un vrai outil d'ingestion. Et on parlait de puissance de la plateforme tout à l'heure, et pour moi, c'est aussi la puissance de se dire que des utilisateurs qui étaient plutôt Power BI et qui avaient peut-être moins connaissance de ce début de chaîne de la donnée, maintenant vont pouvoir aller un peu aussi au début et un peu plus loin grâce à des outils qui ont grandi. Et donc, moi, je trouve ça hyper sympa. Et finalement, faire bénéficier un peu tout le monde de la préparation de données qui se fait, dans le Power Query. C'est ça, tu es moins prisonnier de Power BI quelque part. Ouais, c'est-à-dire que ce que tu fais dans Power Query, tu peux être susceptible d'utiliser ces transformations de données vers d'autres destinations. Donc, en fait, ça cible aussi le fait, j'imagine, dans les entreprises, les gens qui ont acquis une certaine expérience avec Power Query et qui vont pouvoir étendre leur rayon d'action sur d'autres choses que uniquement préparer. Attention, entre guillemets, le uniquement. C'est déjà pas mal. Uniquement préparer de la donnée pour Power BI, quoi. Et finalement, ça permet de dire d'un noyau
de compétences qui ont été construites autour de l'équipe Power BI, on étend ça pour que d'autres, pour pouvoir satisfaire à d'autres besoins et éviter de devoir recréer des choses qui vont être disjointes. Et j'aurais pas imaginé que finalement le noyau focus sur lequel tout se rattache soit cet univers Power BI. Finalement, j'aurais pas imaginé que ce soit sous cet angle-là que les choses se fassent, que ce soit plus Power BI qui se transforme pour s'adapter à l'émergence d'autres choses au milieu, quoi. Donc, c'est assez intéressant comme. Et de ma lecture à moi, en tout cas, je pense que Power BI a grandement marché cette dernière décennie aussi parce que ce côté self-service, BI, capacité à donner la main à des utilisateurs peut-être un petit peu moins informaticiens. Je pense que c'est aussi pour ça que, puisque Fabric s'inscrit clairement dans une logique d'autonomie et de mise à disposition d'utilisateurs au profil varié. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que le service Power BI, qui avait bien marché et qui parlait à beaucoup, a pris le pas et a permis d'embarquer Fabric. Enfin, moi, je le lis comme ça, en tout cas. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai une vision assez différente. Alors, ça, c'est peut-être la vision de la part émergée de l'iceberg. J'ai ma vision en ouvrant le capot qui est un petit peu différente. Pour moi, c'est Spark, en fait. C'est Spark qui a vraiment tiré la plateforme, enfin, qui a étiré les fonctionnalités, effectivement, d'un noyau dur Power BI, mais qui allait s'intégrer finalement dans la quasi-totalité de la plateforme. Pourquoi je dis ça? Parce que si on veut faire de l'ingestion de données dans Fabric, effectivement, on peut ouvrir un notebook, écrire du code, du PySpark, du Spark SQL, et travailler de la sorte, donc soit sur des fichiers avec enfin, en se connectant à des sources externes ou travailler après dans une approche médaillon, travailler après les données du Lakehouse. Donc là, on écrit son Spark à soi. Quand on fait aussi, quand on travaille l'expérience no code de, euh, de Power, enfin des data flows, je pense que derrière, tout ça est reformulé en Spark et s'exécute en Spark. Dans Data Factory, Azure Data Factory, donc l'outil côté Azure, on avait ce qu'on appelle les mapping data flow. Alors je dis on avait, ils ont pas disparu, mais je sais pas s'ils resteront très longtemps, mais mapping data flow, c'était vraiment pour le coup très no code et la capacité d'aller faire des transformations basiques sur les données. Et ça, c'était recodé en ce moment. Enfin, c'est du Spark qui tourne derrière. J'ai regardé quand même les petites lignes sur les recommandations de migration de Microsoft sur les mapping data flow. C'est indiqué que voilà, il vaudrait mieux aller les réécrire dans du note, enfin, quasiment dans les notebooks. Donc moi je pense qu'en fait Microsoft s'est dit, et ils ont eu raison là-dessus, hein, il y a le format Delta pour le stockage, il y a Spark pour le compute, et on va s'appuyer vraiment sur ces deux forces-là. Et derrière, ben, on va construire le reste de la plateforme en utilisant bien évidemment, comme tu le disais Marie, mais l'interface du service Power BI et cette capacité à naviguer derrière entre les différents profils dans un seul outil. Mais pour moi, voilà, il y a ces deux socles-là, Delta et Spark. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu, j'ai eu chez des clients qui avaient déployé Power BI, que parfois il y avait une utilisation, je vais pas dire frénétique, de gens dans l'organisation qui se sont mis à développer des dashboards dans tous les sens, qui malheureusement pour certains dashboards avaient comme data source des fichiers Excel, donc avec un niveau de danger et d'absence de pérennité totalement monstrueux. Est-ce que ce risque-là, il est un peu mieux jugulé dans cette évolution de l'environnement Power BI, ou est-ce que ça reste un truc où la user-friendliness de l'outil peut amener à des débordements? Et je pense qu'un utilisateur qui a toujours envie de rajouter son fichier Excel au reste des données peut toujours le faire. Il y a rien dans Fabric qui va l'empêcher, en tout cas, de charger son fichier, de l'utiliser, etc. Par contre, on peut espérer se dire que avec cette capacité maintenant à gérer le stockage, à mieux appréhender la manière de construire, de modéliser et de stocker toutes ces données, peut-être qu'il va moins y avoir de dérive et parce qu'on n'a pas d'autres moyens de faire en fait. Là, cette fois-ci, on a une plateforme qui nous offre d'autres possibilités. Alors après, c'est
c'est un vœu pieux, j'ai envie de dire, parce que si un utilisateur veut continuer, il pourra continuer à le faire tout comme avant. Donc ça va forcément devoir s'accompagner de toute façon, comme toujours, de formation, d'accompagnement, de sensibilisation à qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les données. Alors pour finir, parce on va attendre très rapidement, je pense, vers la question des licences, des coûts, parce que ce sont les questions sous-jacentes finalement après aux usages. Mais pour terminer sur les différents patterns d'architecture qu'on avait pu identifier, on a aussi des personnes qui finalement, enfin des entreprises qui se sont lancées dans Azure Databricks. Alors je dis Azure Databricks parce que effectivement, on peut imaginer le scénario où, voilà, où on est déjà dans un écosystème Microsoft, mais Databricks plus largement, mais en tout cas, Databricks se positionne aussi comme une plateforme de données de bout en bout. On a parlé de Snowflake aussi. Enfin, voilà, il y a ce positionnement quand même qui se fait depuis Ils sont des quelques années. partenaires d'Azure, au final, effectivement. Et voilà, ils sont partenaires. Alors pourquoi je dis Azure Databricks aussi? Parce que finalement, on pourrait se demander quelle est la stratégie de Microsoft qui va avoir maintenant dans Ouais. son catalogue deux outils assez Je proches. devançais ma question. Ouais. Alors, je me suis penché un peu sur la question et j'ai essayé de trouver quels sont les différenciants des deux. Alors, peut-être qu'effectivement, il faut revenir sur le cœur de chacun des deux produits au démarrage. Donc, peut-être le cœur, effectivement, de Power BI, c'est cette expérience de service où on a la capacité à aller consulter les tableaux de bord. Et le cœur de Databricks, qui est finalement ben, le Spark aussi. Le Spark dans deux, à mon sens, deux angles principaux d'utilisation, le data engineering et le machine learning, enfin la capacité à entraîner des modèles. On peut aussi très bien, hein, dans un notebook Fabric, écrire du code dédié à de la data science. On peut entraîner des modèles. On a MLflow qui est très bien intégré. Ça, c'est assez sympa dans la façon dont on a l'utiliser parce qu'on n'a pas l'impression de l'utiliser, mais derrière, il y a MLflow qui fait toute la partie log, la partie versionning de modèles. Ce qui va manquer, à mon sens, aujourd'hui dans Fabric, c'est la partie exposition du modèle. Je vais pouvoir l'utiliser finalement enfin, je vais pouvoir utiliser un modèle de faire de l'inférence euh, dans mon notebook, mais je ne vais pas vraiment réussir à exposer un endpoint externe prédictif, une API simple que je pourrais utiliser Un truc dans d'autres outils. scalable. Mais ça, tu as des choses dans Azure pour le faire, à Voilà, il faut côté. rebasculer sur Azure Machine Learning, par exemple, Ouais. pour aller faire ça. Et tu arriverais à partager quelque chose que tu aurais commencé à faire dans Fabric, tu arriverais à le partager vers Azure Machine Learning? C'est le même, la même registrie de modèles, c'est le même. Alors, je pense qu'on doit pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut que moi j'expérimente par la pratique, mais je pense que c'est aujourd'hui, oui, le scénario qui est proposé, oui. Et que je trouve à l'inverse plus fluide côté Databricks, mais parce qu'effectivement, Databricks est construit autour de cette logique, autour de MLflow, qui est quand même porté aussi par l'éditeur. Et donc aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à dire que si on est sur vraiment une volonté de mettre en avant le data engineering et la data science au sens vraiment euh, où on produit beaucoup de ce genre de pipeline ou d'entraînement de machine learning, on va se retrouver finalement assez à l'aise, pour autant qu'on ait des profils effectivement qui se débrouillent bien sur Spark. On va se retrouver assez à l'aise dans Azure Databricks et on sera capable derrière d'aller finalement choisir un peu ce qu'on veut faire en termes de sortie de données, d'utilisation d'un endpoint prédictif ou de mettre le endpoint SQL de Databricks à disposition d'un outil de visualisation, qu'il soit Power BI ou autre. Donc voilà, on aura cette modularité finalement en sortie de la préparation de données. Autre chose aussi qui me semble peut-être un critère différenciant. Alors, euh, Azure Databricks, c'est un service, enfin, j'instancie une ressource dans Azure, donc je peux très bien me faire trois environnements, hein, Dev, UAT, Prod. Avec Fabric, finalement, j'ai une inscription, j'ai un tenant, comme on dit, un locataire en français. Enfin, j'ai une inscription avec mon compte professionnel, donc l'organisation dans laquelle on appartient, et on n'aura pas cette notion d'environnement, même si on a de la CI/CD intégrée dans Fabric. Mais voilà, ça peut être une différence d'approche. Alors là, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise approche, mais en tout cas, on aura cette différence dans la Mais façon alors, tu de fais traiter les choses. comment pour gérer, entre guillemets, ta sandbox, ton dev, pour pouvoir faire évoluer tes modèles et même tes modèles de données, hein, tu as pas de. Ça va se passer comment de ce point de vue-là, si tu n'as qu'un seul tenant? Tu fais avec deux tenants différents, en fait, c'est ça?
C'est la seule solution que tu aies? Dans Fabric, tu vas retrouver la même structuration que tu avais déjà dans Power BI. Donc, tout va être construit autour d'espaces de travail, de workspace D'accord. en anglais. Ok. Et du coup, tu peux très bien imaginer avoir un espace de travail dev, un espace de travail cal, prod, etc. Mais dans le même tenant. Ok. Dans Voilà. le même tenant, par contre, on va en reparler, j'imagine, avec le point licence, mais tu peux aussi avoir plusieurs capacités au sein du même tenant. Donc, c'est pareil, tu pourrais imaginer allouer une capacité à la dev, une capacité à la prod. Là, ça va dépendre un petit peu des stratégies à mettre en place. Ouais, on descend d'un cran, effectivement, et à l'intérieur du même tenant. Alors, je pense qu'il faut qu'on évoque alors, le fameux sujet licence, enfin coût, facturation, licence. Alors, avec Power BI, encore plus avec le Premium, il fallait sans doute un bac+5 pour maîtriser le C'est ce que j'allais licensing. dire. On est Ça maintenant au niveau, ça ne peut être que mieux, non? on est au niveau PhD, là, je pense. Oui, j'allais dire, c'est encore pire. Donc, je vais te laisser, Marie, te lancer si tu veux, parce que moi, je pense Essayer de faire simple bien avec quelque maîtriser. Quel chose de enfer, ce compliqué. truc. Mais peut-être nous parler voilà, de cette notion de capacité, et puis on rentrera un petit peu après dans les trois notions qui sont intéressantes, là, bursting, smoothing, throttling, là, peut-être, mais C'est juste ça. d'abord peut-être commencer par la notion de capacité pour bien expliquer Mais comment ça se mesure finalement l'activité dans Fabric. déjà, juste pour ceux qui connaîtraient peut-être un petit peu moins, mais effectivement, sur Power BI, on avait une notion de capacité. Donc, c'est quand on parlait de licence premium. Et on avait une notion de licence pro, donc à l'utilisateur. Et ça, c'est pas remis en cause. C'est-à-dire que même avec Fabric, pour aller chercher des objets Power BI, il faudra toujours une licence pro. Après, derrière Fabric, on va donc avoir effectivement une notion de capacité, c'est-à-dire que donc on va acheter une capacité Fabric qui va correspondre à un certain SKU, donc capacité de stockage, qui va de 2 à 2048, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, chacune de ces capacités contient un certain nombre de CU, donc Capacity Unit. Et ce sont ces Capacity Units qu'on va utiliser quand on va faire tourner une requête, un traitement ou n'importe quoi. Donc, on provisionne une capacité plus ou moins performante, enfin plus ou moins importante en termes de performance. Forcément, le prix va avec. Et après, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut utiliser absolument tous les objets de Fabric, minus ceux de Power BI, qui continueront à devoir avoir une licence par utilisateur pour pouvoir les utiliser dans les grandes premières lignes. Ça veut dire que finalement, on parlait tout à l'heure de la dualité no code, full code, quelle que soit la manière dont on travaille avec, à la fin, c'est toujours une capacité qui tourne et qui facture. C'est ça, c'est effectivement avoir, comme j'aimais bien cette analogie, de dire c'est une grande boîte à outils et tu vas pouvoir utiliser l'outil qui te correspond le mieux pour faire ce que tu as à faire. Ouais. Et j'imagine les outils consomment pas la ressource, la capacité de la même manière. Tu en as certains qui sont extrêmes, qui vont prendre pas mal d'unités, et d'autres qui vont en prendre un peu moins dans leur exécution, j'imagine. En tout cas, il va effectivement continuer à y avoir des questions de performance et si tu sizes mal tes requêtes ou tes devs ou quoi que ce soit, ça va pouvoir prendre plus ou moins de perf que d'autres, quoi. C'est une capacité, c'est un volume de quantité d'heures de CPU, entre guillemets, si on essaie de descendre dans l'abstraction un peu plus bas, qu'on achète, ou est-ce que c'est de la disponibilité de CPU en continu? Je m'explique. Est-ce que si on achète, il y a 750 heures dans le mois, si on achète 750 heures, on peut les cramer en 3 jours, en 3 fois 150 heures en déclenchant plein de traitements, pas plus que 3 fois, mais enfin, vous avez compris le principe. Ou est-ce que on n'aura jamais plus qu'une capacité nominale pendant tout le mois, et si les heures où on fait rien, tant pis pour nous, quoi. C'est quoi le modèle? Alors, c'est là où ça devient compliqué, compliqué mais intéressant. Alors déjà, il y a toujours un principe de pay as you go pour ceux qui préféraient. C'est-à-dire qu'on peut aussi acheter une capacité qu'on va éteindre et rallumer, et donc on va payer à la consommation finalement. Okay. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi la capacité d'acheter des instances réservées. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va s'engager sur une année et du coup, on va payer un prix forcément moins élevé
que celui à l'heure en pay-as-you-go. Et donc, on va acheter une capacité réservée sur l'année qui contient donc un certain nombre de CU par rapport à la capacité qu'on a achetée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des notions de bursting et de smoothing qui arrivent dans l'équation et qui vont permettre, en fait, pour le bursting, d'aller, si on a des traitements qui consomment beaucoup, qui vont nous permettre d'aller au-delà de la performance qui était allouée, qu'on avait achetée. Donc, on va pouvoir faire des pics et consommer plus du moment que sur le temps alloué, on arrive à lisser la charge et à revenir dans ce qu'on s'était engagé à consommer en termes de performance et de CU. Qui finalement est Est-ce assez qu'on- intéressant avec un scénario relativement classique de, du batch matinal. Hein, à 5 heures du matin, il y a le traitement de tous les fichiers de la Bah veille, oui. ça dure jusqu'à 7 heures. Bon, et après, voilà, après on aura peut-être quelques requêtes sur le data warehouse, on aura des datasets, enfin des modèles sémantiques qui vont exposer la donnée dans Power BI, mais en tout cas, le gros de l'activité, il se fait entre 5 heures et 7 heures. Donc, est-ce que c'est là qu'on bénéficie du bursting et après on smooth sur le reste de la journée? C'est ça en fait qui se passe? C'est l'idée, c'est de se dire que du coup, Microsoft va pas te bloquer sur ces fameux traitements de 5 à 7, il va permettre de les faire passer, même si ça dépasse ce que tu étais censé consommer, tant que sur le reste de la journée, on arrive à lisser et à revenir dans ce qui était imparti. Sinon, effectivement, au bout d'un moment, il va y avoir des limitations et donc dans un premier temps des ralentissements sur les requêtes des utilisateurs jusqu'à potentiellement des rejets si jamais on n'arrive pas à revenir dans la charge impartie. D'accord, donc on oublie le scénario où des petits malins viendraient appuyer sur pause à 7 heures du matin en ayant pris une capacité, alors tu as dit que ça allait entre 2 et 2048, donc on va passer en 2048. capacité 2, tac, on fait pause dès la fin Et et alors, on maintenant oublie on aura... totalement parce que si j'ai bien compris, si tu fais, donc tu fais ce scénario-là, tu fais du bursting, tu surconsommes, tu éteins ta capacité, du coup, le lissage se met jamais en route et donc tu es facturé vraiment pour le coup à hauteur de ce que tu as consommé. Voilà, et là, D'accord. ça peut faire une mauvaise surprise si on essaye C'est de jouer ça. avec la règle, effectivement. Chez Et Snowflake et chez Databricks, on a la capacité d'avoir des ressources qui soient idle, qui soient pas facturées. Et quand il y a un besoin, quand il y a une requête, la ressource démarre et est capable de répondre à la requête et elle va s'arrêter derrière automatiquement. C'est quelque chose qui existe, ce genre de choses pré-provisionnées dans le SQL Data Warehouse. Je connais trop peu cet environnement pour pouvoir ne pas poser une question qui est sûrement pas pertinente, pas utile, mais... alors, si, moi je pourrais au moins te répondre sur la partie notebook Spark, où en fait je suis vraiment, vraiment agréablement surpris par la rapidité pour démarrer l'environnement Spark. On est de l'ordre de quelques secondes. Hein. Alors sans réseau privé, parce qu'après il y a des contraintes supplémentaires Oui, oui. dès qu'on se met dans Dans des... le pool public, en fait, ça Mais, démarre très vite, quoi. ouais, là c'est vraiment, vraiment, vraiment appréciable. J'ai pas utilisé le data warehouse pour donner une réponse sur cette partie-là. Tu vois, typiquement, je pense au scénario où tu aurais une direct query qui se ferait depuis Power BI et de démarrer la ressource que quand il y a cette direct query. On a des cas de figure où effectivement, tu as des clients qui vont utiliser de manière sporadique ces ressources, où le gros du reporting se fait le matin et puis de temps en temps, il y a une personne l'après-midi qui fait des choses là-dessus. Donc, c'est quand même une feature. En tout cas, cette histoire de pricing me fait penser que Microsoft définitivement a dans sa stratégie de soigner son écosystème de consultants, puisque sans un consultant confirmé sur ses produits, t'es foutu, tu ne peux pas te démerder tout seul. Donc, il a vraiment toujours eu à cœur, Microsoft, de soigner vraiment très fortement son écosystème de consultants qui sont indispensables pour ses clients. Ça, c'est évident. Alors, on peut se réveiller à la fin du mois et regarder l'état de la facture aussi, hein, c'est pas... Mais bon, ça peut engendrer quelques surprises. On avait évoqué le throttling aussi, je sais pas si tu veux en dire deux mots, Marie, ou... Donc on a Mais bien le vu throttling, c'est pour moi, c'est cette limitation qui arrive quand tu as surconsommé et que tu n'as pas laissé le temps au lissage de se faire. Et donc là, il y a deux, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a deux notions qui entrent en jeu. En fait, on va avoir des traitements qui sont dits interactifs, donc c'est tout ce qui est requête utilisateur, et puis des traitements qui peuvent être définis en back-end, beaucoup plus liés à tout ce qui va être data warehouse.
Et en fait, l'idée, ça va être de se dire, si au bout d'un moment, s'il y a eu trop de consommation, il va y avoir des blocages. Donc, en premier lieu, des ralentissements sur les requêtes utilisateurs jusqu'à rejeter ces requêtes utilisateurs, voire bloquer même les traitements d'arrière-plan si jamais on n'arrive pas à rentrer dans la capacité. Et je reprends une image, alors je pense qu'il tourne pas mal, qui a été peut-être initiée par des gens de Microsoft et que j'ai entendu aussi dans d'autres sources. C'est finalement l'image du compteur électrique chez vous. Vous avez un abonnement avec une certaine puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Vous avez forcément parfois des pics d'utilisation. Vous branchez, vous avez votre four qui tourne en plus de la machine à laver, etc. Et là, vous branchez l'appareil à raclette ou le bilic si vous êtes en Bretagne pour faire des crêpes. Et là, tac, c'est les plombs qui sautent. Donc on est un peu effectivement sur cette idée. Si on surconsomme à un moment, ça coupe. C'est vrai que l'image est bien, elle permet de bien comprendre que et si tu vas trop loin, effectivement, ça coupe au bout d'un moment. Alors, donc on a abordé le licensing. On a vu que c'était commun finalement à toutes les fonctionnalités. Et c'est peut-être ça quand même qui apporte de la lisibilité maintenant, c'est qu'on n'a plus à aller détailler des modes de facturation différenciés pour le TL, pour le stockage, pour les traitements. Euh, et puis surtout, ça va inclure les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Alors, on est en mai, là, début mai, donc on va avoir la conférence Build de Microsoft, là où il y aura sans doute pas mal d'annonces autour de l'IA, mais aussi autour de Fabric. Et donc, les fonctionnalités aujourd'hui, alors, dont on peut parler, elles sont déjà en public preview. On a cité le mirroring, donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour des scénarios où on veut avoir donc moi, je le dis comme ça, cette réplication de la donnée à l'intérieur de Fabric. Il y a un produit, un petit nom un peu nouveau qu'on a vu apparaître aussi, Data Activator. Alors, je sais pas si tu l'as utilisé, toi, Marie. Est-ce que Je il y a l'ai des utilisé scénarios un petit peu vraiment pour écrire le chapitre qui va bien dans le livre, on l'a testé. Data Activator, c'est la capacité à faire réagir la plateforme, c'est-à-dire à capter les changements qui se passent sur cette plateforme et à en être alerté. Donc, par exemple, un pipeline qui tombe en échec, je veux capter ça et je veux envoyer une alerte, un mail, etc. On avait déjà des choses qui existaient comme ça un petit peu sur Power BI. Par exemple, on avait des alertes au niveau des dashboards. Et maintenant, on va pouvoir même redescendre ça au niveau des rapports, au niveau de certains visuels grâce à Data Activator. Donc, l'idée de Data Activator, c'est vraiment de se dire, je capte ce qui se passe sur la plateforme et je suis réactif par rapport à ça en proposant des alertes et du suivi aux utilisateurs. Ce qu'on aurait peut-être fait avec des outils tiers auparavant, avec l'Azure Logic App par exemple, où on aurait pu mettre en place un workflow pour envoyer un email, parce qu'à la fin de toute bonne histoire, il y a un email qui arrive dans la boîte de l'utilisateur. Mais ça Par rapport réagit au à quoi? Ça réagit à une mutation sur la donnée, ce Data Activator, ou ça réagit à un traitement dont on sait qu'il manipule la donnée? Donc, si le traitement a été lancé, on part du principe que ce traitement... Ça va dépendre où on se positionne parce que, par exemple, dans la gestion des données sur les pipelines, ça va pouvoir réagir à un statut du traitement, donc un échec, une réussite. Si je suis sur Power BI, j'ai été agréablement étonnée de voir qu'on réagit sur la donnée, ce qu'on pouvait déjà faire avant, mais à un niveau très macro, et maintenant je peux le faire même au niveau de ma donnée dans mon rapport, définir des seuils, si ça passe le seuil, etc. Donc ça va dépendre de l'objet sur lequel on joue et de l'expérience dans laquelle on se trouve. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut paraître un besoin un peu trivial que d'avoir ces informations, mais avant Data Activator, c'est vrai qu'on était toujours obligé de mettre en place des mécaniques parfois un peu compliquées, de faire intervenir des outils tiers. Enfin, et là, c'est plus simple, quoi. C'est vraiment intégré à la plateforme et c'est facile à mettre en place. Et alors, dernière fonctionnalité que je voulais évoquer rapidement avec vous aussi, incontournable, depuis que Microsoft a un partenariat vraiment renforcé avec OpenAI, on ne pouvait pas louper le copilote à l'intérieur de Fabric. Alors, je crois que pour l'instant, il est encore en private preview, donc moi, je l'ai pas vu j'ai pas eu la chance de le tester en vrai. Je sais pas si toi, tu as pu faire un peu de test, Marie, ou tu peux peut-être pas nous en parler d'ailleurs, Si on a testé un petit peu Copilote. Alors du coup, on l'a testé pareil sur l'écriture du livre là-dessus. Moi, j'étais agréablement surprise sur l'aide qu'il peut t'apporter à la rédaction, par exemple de ton code Python dans un notebook.
Moi, c'est moins mon langage, donc c'est vrai que c'est cool d'avoir un copilote derrière qui va pouvoir t'aider à structurer ça. On va le retrouver un peu partout en fait sur la plateforme. Il y a des endroits où il me convainc plus que d'autres, pour pas te mentir, et il est aussi là pour te générer un rapport Power BI, par exemple. Là, il me convainc pas du tout. C'était assez étrange de voir ce qu'il nous proposait comme rapport à partir de notre modèle sémantique. Mais en tout cas, il est intégré sur la plateforme et il va permettre vraiment une assistance à l'utilisateur. Et ce qui est super agréable, c'est qu'on lui pose un premier prompt, il nous propose quelque chose et puis on interagit avec lui. Donc on va pouvoir lui dire ah oui, mais là je préférerais ça. Et donc il y a vraiment cette interaction qui permet d'affiner le code en sortie, par exemple. Donc il intervient, le copilote, on va le retrouver côté notebook dès qu'il va falloir écrire un peu de code, du Python, du SQL, il va nous aider là-dessus, sans qu'on ait Ouais, besoin finalement d'aller dans un GitHub Copilot ou encore pire, de faire du copier-coller de notre code dans une interface publique de c'est ça. ChatGPT. Il va nous aider aussi, donc tu as dit, hein, pour initier des rapports. Peut-être là, bon, on imagine que c'est pas si simple que ça, hein, de comprendre, même si c'est un modèle qui est censé être sémantique derrière, de comprendre la sémantique et ce ce que les utilisateurs pourraient attendre d'un modèle. Et est-ce il va nous aider sur les formules DAX aussi, hein, donc là, J'allais te dire sur les formules mesures, DAX. Ouais, les mesures. Et est-ce qu'il va nous aider? Alors, ça, c'est la question que j'ai. Alors, moi, j'ai commencé à donner des formations Power BI, je pense, en 2015, le jour de la sortie du produit. L'une des premières questions que j'avais, c'était comment on fait pour rédiger l'analyse des graphiques qu'on vient d'afficher? Est-ce que le produit nous le fait automatiquement? Et si je je pense que les dis questions, je les ai eues en 2015. Mais si je C'était dis pas ça. de bêtises, c'est pas moi qui l'ai testé là-dessus, mais il me semble qu'effectivement, il peut te sortir des premières analyses à partir de tes visuels. Et donc du texte en fait qui permet d'expliquer un graphique. Mais je l'ai pas testé directement dessus, donc je veux pas te dire de bêtises, mais je pense qu'il le fait, ouais, il commence. Je pense aussi, alors on avait un visuel, hein, qui s'appelle Smart Narrative, hein, qui n'est pas un visuel natif de Power BI, mais qu'on pouvait rajouter, qui faisait ça. Mais alors, bon, on n'avait pas la capacité d'interagir avec un prompt. Donc là, effectivement, je pense que si on a le copilote dans la partie Power BI, avec qui on peut discuter des résultats affichés sur un visuel, ça me semble être quelque chose qui peut ouais, aider à cette première rédaction de rapport autour de la partie graphique, quoi. Donc peut-être un scénario, voilà, quelques années plus tard, qui va commencer à trouver des réponses. C'est ça, mais dans l'univers Power BI, c'est vraiment ce que tu dis. Je pense que la limitation aujourd'hui, c'est une question de sémantique et c'est de se dire que ça reste une IA et qu'il va falloir comprendre en fait ce qui fait du sens pour le métier, quels sont les indicateurs à ressortir. C'est pour ça que je le trouve moyen pertinent sur de la création de rapports. C'est que pour lui, tout numérique est exploitable, tu vois, finalement. Je me souviens, quand on a créé le premier rapport avec lui, on avait dans notre modèle, comme dans tout modèle, une table calendrier. Donc, en indicateur majeur, il nous a sorti le nombre de trimestres. Bon. Donc, en fait, voilà, pour lui, un numérique est exploitable et finalement, il va manquer quand même toute cette histoire fonctionnelle, sémantique, métier, que pour le coup, on comprend encore mieux qu'une IA. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Nous aurons toujours besoin de Ouais, product owner et de scrum master. mais tu sais, moi je l'ai vu, ces trucs-là bien fonctionner. Je vais aller pour un truc que je connais, hein. Je l'ai vu bien fonctionner, ce genre de génération, à partir du moment où tu as une documentation super pointue sur la signification de ta donnée. Mm. Et typiquement, nous, on l'a exploité dans des contextes DBT où il y avait une documentation très bien faite par l'utilisateur de dire telle champ, ça correspond à tel truc. Et donc, là, pour le coup, on arrivait à des choses très probantes de ce point de vue-là, de dire, OK, d'avoir une démarche certes itérative, de dire, bon, bah, écoute, moi, je veux construire un indicateur qui représente l'évolution du chiffre d'affaires par gamme de produits, avec le delta par rapport à la moyenne des 3 mois, des 3 derniers mois, ainsi de suite. Et là, il arrivait à sortir des trucs. Mais s'il n'y avait pas de documentation, là, ça partait dans tous les sens et ça faisait un truc extrêmement basique, hein. Est-ce qu'il y aurait, Marie, un sujet parmi les 600 pages que tu as coécrites? Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas traité que tu veux aborder, hein, avant qu'on termine cet épisode par le Et partage écoute, des liens habituels? je pense qu'on a fait une bonne overview en un peu moins d'une heure de ce qu'est Fabric. Après, il y aurait plein de choses à creuser. Et puis, de toute façon, je pense que là,
pour ceux qui sont intéressés, ce qui est bien aussi, c'est d'aller d'ouvrir la plateforme et d'aller tester, de se faire un petit peu son idée. Mais non, pour moi, on a bien parcouru l'ensemble de ce que Fabric propose et promet. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'entreprise fictive de vente en ligne appelée Amazing Zone, Ouais, vous pouvez vous pencher dans le livre. c'est ça. En tout cas, c'est vraiment, je pense que c'est un must read pour toute personne qui s'intéresse au sujet fabrique dans l'immédiat. Et effectivement, on va bien voir ce que nous réserve la build, mais peut-être que vous allez ressortir votre plus belle plume dans les, dans les mois à venir. Bah écoute, pour rien te cacher, on a un petit tableau quelque part qui traîne avec les mises à jour qu'il va falloir traiter et, et je trouve qu'il y en a déjà beaucoup trop. Donc non, on va pas s'ennuyer. Ouais. Évidemment, même si on a balayé ça brièvement tout à l'heure, tu parlais de copilote, Paul, t'avais pas un truc dont tu voulais parler sur le sujet de copilote, justement? Alors oui, mais ça va être dans les annonces, d'événements dans lesquels on va pouvoir parler copilote. Donc moi j'ai la Global AI Community France, hein, donc la page LinkedIn avec des lives qu'on essaie de faire de plus en plus fréquemment, donc quasiment tous les 15 jours. Le live du mardi 21 mai concernera Copilot dans Fabric. Donc voilà, là, ce sera de la démo. C'est deux personnes de Microsoft qui viennent nous montrer ça. Donc eux, ils ont les accès depuis un petit moment et puis ils vont pouvoir nous faire des belles démos en live. Donc mardi 21 mai, Global AI Community France sur LinkedIn pour retrouver le lien de l'événement qu'on mettra aussi dans les show notes de cet épisode. Et, euh, et pour pas les oublier aussi, le Club Fabrique, toujours dans les meet-up virtuels, ils sont plutôt sur YouTube, Club Fabrique FR, donc qui est allez, j'allais dire déclinaison, pas vraiment, disons une extension, ou extension, c'est peut-être pas le bon terme non plus, mais le Club Power BI, a donné aussi un Club Fabrique que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et pour mes liens. Si vous voulez vous certifier à la certification DP600, donc il y a la certification sur Fabric, j'ai commencé à mettre quelques petites vidéos de révision sur ma chaîne YouTube qui vont pouvoir vous aider à l'obtenir. Et a priori, ça marche bien parce que je l'ai eu hier midi. Voilà. Donc ça, Ah, testé et approuvé. bravo. Je suis pas certain que les vidéos suffisent Ouais. à passer le cut, mon cher Paul, quand même. Je pense que tu sous-estimes ton talent et ta connaissance avec un peu de recul de cet environnement. Marie, à ton tour, dis-nous tout ce qui permettrait à nos auditeurs de te suivre, de pouvoir aller plus loin en regardant ce que tu fais. Et bah sur Power BI, moi je suis encore jusqu'à la fin de la saison sur le club Power BI. Donc on peut me retrouver au travers des meet-ups qu'on organise avec le club Power BI. Sur des sujets plus vastes autour de la data, Microsoft et pas que technique, on essaye de faire un épisode par mois sur le podcast L'Addition. Bravo. Et puis, il y a donc le livre Microsoft Fabric, le guide complet qui vient de sortir, qui permet en complément des vidéos de Paul, de se préparer par exemple à l'assertif ou en tout cas d'en apprendre un peu plus sur Fabric. Et puis, si on veut finir, on peut parler peut-être d'un événement sur lequel Paul et moi, on est en train de travailler, qui aura lieu cet été. On change un petit peu de format parce que cette fois-ci, on a envie de favoriser les échanges et le partage en présentiel. Donc, ce sera sur inscription et forcément un peu restreint, mais ce sera un événement sur une après-midi avec des ateliers pour parler de Fabric, de l'ingestion jusqu'à la restitution des données. Excellent. Fabric Summer Party, tout début juillet, ticket à trouver dans les tablettes de chocolat, je pense, restreint. Mm. Et Vincent, alors où est-ce qu'on peut je sais pas si toi tu blogues ou tu Alors moi, effectivement, Fabric, mais j'essaye d'écrire un petit peu sur le carnet data où je me suis un petit peu avancé sur les sujets de data contract ces derniers temps, où je travaille pas mal sur ça ces derniers temps, et c'est l'essentiel, et c'est sur LinkedIn où effectivement je reposte quelques trucs. Je suis toujours présent, bien sûr, sur le Slack du Big Data Hebdo. Et c'est l'essentiel des endroits où vous pouvez me retrouver, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, mon métier, c'est essentiellement d'accompagner des entreprises pour
construire et mettre en route leur plateforme data. Donc, j'essaie de tirer parti de ce que je vois au quotidien pour écrire dans ce carnet data. Voilà, mais c'est essentiellement ce que je fais aujourd'hui. Puis bien sûr, j'essaie de... Vous avez pu tous le remarquer, j'essaie de produire ces épisodes de podcast à un rythme qui fait qu'on peut enfin considérer que le Big Data hebdo est devenu hebdo, ce qui n'a pas toujours été le cas. Bravo à toi. Donc, mais ça le fait, c'est grâce au support que j'ai quand même en arrière-boutique, notamment de toi, Paul, pour pouvoir assurer la publication LinkedIn, qui est un truc que tu fais toujours mieux que moi de ce point de vue-là. J'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Merci à tous les deux pour cet enregistrement. J'espère que, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons eu à le préparer et à l'enregistrer pour vous. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.